Alors, moi, je suis expert énergie au sein d'EDF depuis à peu près, je vais faire court, mais une quarantaine d'années, voilà. Avec du particulier jusqu'aux gros industriels. Aujourd'hui, l'objectif et le cahier des charges que m'avait donné Stéphanie, c'était de parler, on part du principe que vous habitez dans un appartement ou une maison. L'idée, c'est de ne pas vous engager sur de gros travaux, voilà, parce que c'est facile de vous dire qu'il faut faire toute la maison, il faut faire 30 cm de laine de verre de partout, mais ça fait des gros budgets d'investissement. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, si j'habite dans une maison, qu'elle soit bien isolée, moyennement isolée ou une passoire thermique, avec mes petits gestes du quotidien, et essayer de prioriser. Parce qu'on voit trop de gens qui font des gestes qui ne servent à rien, mais parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner de l'énergie, et à côté de ça, ils font d'autres gestes, et on en parlera tout à l'heure, qui sont très énergivores. Donc l'idée, c'est de donner, aujourd'hui, et quelle que soit l'énergie, on va parler d'électricité, mais on va parler aussi du gaz, si vous avez une chaudière gaz, voilà. N'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Je vais dérouler une petite présentation qu'on a fait au sein du groupe EDF sur la sobriété énergétique, parce que ça intéresse beaucoup de monde en ce moment. Ça vous paraît clair? Oui, très clair. Juste une question, vos missions, du coup, c'est quoi chez EDF en tant qu'expert? Alors, au sein d'EDF, on a des experts énergie qui s'adressent à tous les types de populations de la clientèle, c'est-à-dire du particulier, c'est-à-dire un client particulier qui a besoin de conseils sur l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est comment je peux, est-ce que je dois partir sur une meilleure isolation, est-ce que je dois changer mes émetteurs de chauffage, ou ainsi de suite. Donc ça va du particulier aux petites, moyennes entreprises jusqu'aux gros industriels. Donc vous faites de l'audit énergétique? Oui, on fait des audits énergétiques, on fait des prestations. Mais le but en tant que fournisseur, c'est d'adapter le contrat ou pas du tout? Non, pas seulement, on est soucieux, alors ça, on a une histoire EDF, pour ceux qui connaissent quand même, qui vient du service public, et ça reste, et vous n'avez pas le choix que de prendre de l'électricité. Bon, maintenant le marché s'est ouvert, je ne veux pas aller sur ces terrains-là, mais le marché s'est ouvert, et on a toujours été pour une efficience de la consommation. On s'est fait d'ailleurs assez critiquer. Je bouge le trou, assez critiqué là-dessus, mais l'idée c'était on est toujours soucieux, quels que soient les clients, qu'ils consomment bien, au plus juste. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu les premières maisons électriques dans les années 70 très très isolées. La réglementation a fait que dans les années 85, elles ont été un peu moins isolées. Et voilà, ça a mis en avant l'isolation, les bienfaits de l'isolation, ce n'était pas le cas avant le choc pétrolier, et ainsi de suite. Et moi, j'appartiens à une équipe EDF qui fait des audits énergétiques et des conseils énergétiques, ça va du gratuit à très payant, voilà, en fonction du travail qu'il y a à faire, pour aider les clients à mieux consommer, voilà, ou à mieux gérer leur énergie. Aujourd'hui, par contre, on fait focus sur le monde du particulier et dans l'habitat. Et quel geste je vais pouvoir faire chez moi pour gagner un petit peu d'argent ou moins consommer, et c'est toujours du CO2 en moins sur la planète. Ça va? Alors bien sûr, vous voyez tous ces triptyques et de partout, je baisse, j'éteins, je décale, on va en parler, et l'idée c'est de savoir si c'est adapté à votre chez vous. Oui, et puis avec un volet santé. Parce que. Avec un volet santé. Tiens, bizarrement, ma pneumologue m'avait dit, vous pourrez le répéter, parce que nous on a fait des tests santé, des tests d'économie. Quand vous démarrez le chauffage, vous laissez la fenêtre ouverte au moins 10 minutes. Donc elle m'avait expliqué le statique, etc., qu'on a des acariens, qu'il y a des tas de choses. C'est-à-dire quand on a des problèmes d'allergie. J'ai dit depuis que je suis enfant, au fur et à mesure on a fait des découvertes, c'est-à-dire qu'on commence par enlever la moquette, on commence par nettoyer, voilà, etc. Et au bout d'un moment, il faut quand même arriver à survivre, surtout après le Covid-19. Donc il y a des nouveaux produits, on essaie de faire des choses, mais on ne peut rien par rapport, j'allais dire, à un lieu déterminé.
Et j'ai eu la chance d'avoir des collègues de travail très efficients, et certains m'avaient expliqué que pour eux, le mieux c'était, et c'est pour ça que je parlais des sous-sols, c'était la géothermie. Donc 2 ou 3 se sont lancés dans la géothermie et ils m'ont dit qu'ils faisaient vraiment des économies, mais ça demande quelque chose de très exigeant. Et vous allez peut-être en parler, donc j'arrête là. Si vous avez des questions sur on verra quand on va parler du chauffage, sur les modes de chauffage, il en existe pléthore. Oui. J'ai pas prévu de vous orienter sur un changement, mais je peux vous expliquer les différences entre les différents systèmes. Normalement, je devrais les connaître assez bien. Voilà. Et quand on arrive sur le pavé de chauffage, si vous avez des questions sur les technologies, il n'y a aucun souci. Merci. Juste un petit tour d'horizon pour vous donner quand même de quoi on cause. On cause du monde résidentiel, le monde du particulier au niveau de consommation, on scinde les résidentiels, les moyennes entreprises, les grandes entreprises. Et c'est non négligeable, ça c'est la consommation que représentent tous les particuliers, donc leur habitat. C'est un gros tiers de la consommation électrique nationale. C'est pas rien. Donc quand on dit qu'on va aller chercher des économies, on peut aller chercher des économies pour son propre compte, et vous verrez que vous pouvez avoir des actions éco-citoyennes au niveau national pour pouvoir en consommer. Donc c'est une part. Alors là, on ne parle pas que de chauffage, là, hein. Toute la consommation électrique tout ce qui de passe France. par les compteurs électriques de France, c'est là. C'est 473, 450, 473, ça dépend des années, térawattheures. Et les particuliers sont là, ils représentent un bon tiers. Et rien que pour le chauffage électrique. Non. Ah, oui. Tous les compteurs électriques. Oui. Quand je me rase le matin, Oui. je branche Non, le mais gaz électrique. moi qui me chauffe au gaz, je ne suis pas dans ce. Tu traces quand même, tu utilises un sèche-cheveux. Oui, Donc, t'as l'éclairage chez Tu toi. as une Ça fait une ampoule. box. Oui, d'accord. Oui, non, mais... C'est la consommation électrique. Pardon. Sèche-cheveux, non, c'est. Attention, on va bien faire la différence entre consommation Donc, électrique, je mais après on comprends. parlera du chauffage ou de choses spécifiques. Mais tout le monde a un compteur électrique. Enfin, ça part. Une grande majorité de citoyens en France. je pense. Voilà. Donc, la consommation électrique en France, ça représente un tiers. Dans ce tiers, on va retrouver, donc là, on va faire un petit zoom sur ce qui se passe au sein de l'habitat. Et au sein de l'habitat, vous avez la répartition de votre consommation. La grande majorité d'une consommation annuelle chez un client, c'est son chauffage. Ça varie entre 30 et 50%. Voilà, parce que ça dépend. Soit il est totalement électrique et c'est 50%, soit il a un peu, il a le sèche-serviette, ainsi de suite, mais il a un chauffage gaz ou un chauffage au bois, et donc cette part diminue. Le deuxième poste qui est important, il s'appelle ici, c'est l'ECS, c'est l'eau chaude sanitaire. Donc c'est quand je fais de l'eau chaude. Voilà, quand j'ouvre le robinet, en principe aussi, on a à peu près tous l'utilisation de l'eau chaude. Voilà. Et on verra tout un tas de gestes qui sont propres et au chauffage électrique, mais même si j'ai des chauffages gaz, on verra que les gestes peuvent être les mêmes, ils sont communs, je vous dirais, en fonction des énergies. C'est pas parce que j'ai une maison toute au gaz ou avec un poêle bois que je ne peux pas faire de bons gestes. On a la partie cuisson qui représente 8%, l'éclairage, c'est 6% d'une maison ou appartement. Voilà. La machine à laver, tout ce qui lave. Et le high-tech, c'est-à-dire télé, téléphonie, box, ainsi de suite, c'est une dizaine de pourcents. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va aller graviter dans tous ces compartiments. Le reste, c'est quoi? Tout gris, hein? Tout gris, c'est quoi? Le reste? Et le reste, on a un peu de VMC, on a tout un tas de petites choses qui sont minimales, donc si on ne les a pas mis, mais autrement ça se décline. Et bien sûr, on va essayer d'aller faire des actions sur ce qui nous coûte, donc sur les plus gros postes. Donc, on va parler pas mal de chauffage. Alors ça, je vous ai mis les consommations que représente sur la France. Donc là, tous les gens qui sont au chauffage et qui ont soit un convertisseur sèche-serviette et ainsi de suite, ils représentent 45 à 50 TWh. Le deuxième poste, c'est l'eau chaude. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ma partie eau chaude sanitaire? Donc dans le jargon, on appelle ça le CS. Hein. Voilà, mais c'est l'eau chaude sanitaire, avec ballon d'eau chaude, ou pas. Alors, plutôt l'hiver, si on va parler du chauffage, on a des gestes à réaliser.
Alors, pour diminuer nos consommations. Si je diminue mes consommations, eh ben, j'ai des chances de diminuer ma facture. Donc ça, c'est intéressant. Et puis aussi, avoir aussi des gestes citoyens. C'est-à-dire que si je baisse ma consommation à un certain moment, je peux avoir un impact sur la diminution du CO2. Donc retenez, dans le jargon du monde de l'électricité, on appelle ça les pointes, mais une journée se passe avec 2 pointes. Là, vous avez une journée qui démarre à minuit et qui finit à minuit. On a la matinée où c'est une pointe, c'est-à-dire le réseau l'hiver est en tension. Après l'après-midi, il est pas en tension. Et il se remet en tension à partir de 18h quand les gens rentrent chez eux. De 18h à 20h. Donc si j'ai envie d'avoir une démarche citoyenne, en plus d'une démarche économique, pendant ce qu'on appelle des pointes, c'est-à-dire que le matin, de 9h à 13h, de 8h à 13h, pardon, et de 18h à 20, et ben, si je fais un geste supplémentaire, je vais avoir un effet, et là, d'ailleurs, ici, sur le graphique, vous voyez l'effet en bleu clair, les effets des résidentiels. Et c'est non négligeable parce qu'on voit sur les graphiques, et on va écraser les pointes. Ce qu'on appelle les pointes, c'est les bosses sur les graphiques. Si j'écrase les bosses, ça veut dire alors ça veut dire quoi et quel est l'impact sur le CO2? C'est qu'il y a des unités de production qu'on ne va pas mettre en route. Et pour faire ce qu'on appelle le fil de l'eau, tout ce qui est gris, en France, c'est les énergies renouvelables, d'abord l'hydraulique, après il y a le nucléaire, il y a l'éolien quand il y a du vent, il y a le photovoltaïque quand il y a du soleil, et puis après, pour faire ces pointes, on a des choses qui marchent parfois au gaz, au fioul, pas qu'à l'électricité, et ça déclenche du CO2. Donc si on veut avoir un effet, tout à l'heure tu parlais de la diminution du CO2, et ben si je peux avoir aussi une action, et ben c'est salutaire pendant ces moments. Sauf quand tu bosses. Voilà. Faut te lever à 6h du mat pour lancer la machine, et Oui, puis il faut entre remettre 18 et des 20h, tu oublies le plat au Il four. faudrait mettre des petits programmateurs, tu sais. Je pense qu'il faut faire ça. J'ai déjà vu des gens qui Alors il y a font des ça. il y a des programmateurs, et maintenant on a C'est fait, sans parler enfin si on veut aller avec de l'asservissement du pilotage, il y a les signaux EcoWatt qui disent quand on est en tension sur le réseau, et on peut récupérer le signal et en faire quelque chose chez nous. Ah, Mais voilà. comme le système OJP, où on avait Oui, des systèmes un peu, qui mais coupaient le JP, automatiquement. c'est une vertu tarifaire. Ouais, non, il y a aussi le fait que Oui. ça coupait par exemple le chauffe-eau Bah, c'est de service automatiquement. automatiquement. Tout à Voilà, c'est fait. de la service. Donc là, on peut récupérer, si on veut, aujourd'hui, par rapport à ces pointes et ces moments, aujourd'hui, ça a été sorti en octobre 2022 par RTE, et on a le signal EcoWatt, et ce signal EcoWatt, il est fait pour dire attention, on est en tension, et si j'ai envie d'avoir une action citoyenne à ces moments-là, et ben on nous dit on est en rouge, c'est à ces moments-là qu'on peut le faire. Et là, donc voilà, on peut faire la combinaison des deux. Je diminue mes consommations parce que pour ma facture ça m'intéresse, et puis à des moments où je suis en tension, et ben je fais un effort pour la nation, pour qu'on produise moins d'électricité. Donc le premier élément où je consomme le plus, c'est mon chauffage. Voilà. Quel qu'il soit d'ailleurs, parce que s'il n'est pas électrique, il est gaz, s'il n'est pas gaz, il est bois. Mais énergétiquement, la quantité d'énergie est la même. J'ai besoin de la même quantité d'énergie pour chauffer ma maison, quelle que soit l'énergie. Donc ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. On a quand même un bon tiers des foyers français qui sont au chauffage électrique. Alors plus ou moins, ça va du convecteur au panneau rayonnant, au plancher chauffant, au thermodynamique avec les systèmes de pompe à chaleur qu'on a en avant. Voilà. Et pour baisser sa facture, alors la première chose qu'on essaye de donner comme indicateur, c'est quand je suis à la maison, c'est bien d'avoir chaud, mais attention, chaque degré coûte cher. Et donc au-delà de 20-21, dans la plage entre 15 et 25 degrés de température ambiante, retenez que 1 degré, c'est 7%. Donc si je passe de 20 à 21, j'augmente ma facture, ma partie chauffage de 7%. Par contre, si je diminue de 20 à 19, je diminue de 7, de 19 à 18, de 7, et ainsi de suite.
Donc déjà le premier geste, Les plus hauts degrés sont pas plus chers. non, sur des plages, retenez que sur les plages de 15 à 25 degrés, c'est-à-dire les températures sur lesquelles on vit et qu'on aime bien être dans la maison, le degré équivaut à 7%. Ah ouais. Donc, la première chose, c'est de ne pas surchauffer. Voilà. Alors, en bois, c'est plutôt difficile parce que je ne peux pas réguler les températures ambiantes. C'est un peu difficile. Par contre, sur une chaudière gaz avec un thermostat ou sur du chauffage électrique, c'est assez facile. Les maisons les systèmes permettent de bien réguler. Donc, n'allez pas chauffer à 22 ou 23, ça coûte cher et on gaspille pour rien. Enfin, si on a le droit de cheminée. Ce qu'on a préconisé, c'est un standard historique, c'est aux alentours de 19. Voilà. Et quand on fait des efforts, on peut éventuellement aussi entre 18 et 20. Donc la première chose, ça c'est facile, c'est 7%. Deuxième chose, c'est j'ai une maison, elle est ce qu'elle est, mais souvent, je peux avoir des volets. L'idée, c'est de la calfeutrer. Alors même si elle est mal isolée, même si quand je ferme les volets et les ouvrants, j'essaye un peu d'améliorer son isolation par le fait de fermer les ouvrants, donc les ouvrants c'est les fenêtres, et de fermer ces volets. Ces volets c'est une action, on consommera légèrement moins. Fermer les volets, les rideaux pour isoler votre... Alors s'ils sont électriques, mais même s'ils ne sont pas électriques, ça fait une couche d'air, et même si elle n'est pas totalement étanche, ça améliore, on gagne un petit peu. Tout à l'heure, tu as parlé justement de descendre les degrés, des choses comme ça. Alors, est-ce que tu as des données sur le fait de, par exemple, la nuit, je descends à 16-17, je remonte, je descends. Oui. Est-ce que je consomme plus si je restais sur une même... Alors, je vais y venir, on va parler en détail. Bien sûr, ça c'est très important. Et une chose, c'est si vous avez un système de chauffage que vous pouvez programmer ou piloter, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de systèmes maintenant de programmation horaire qui s'adaptent soit sur des convecteurs, soit sur des chaudières gaz, sur tout un tas d'équipements. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de ne pas laisser 19-20 en permanence dans la maison. Quand je dors, il n'y a aucun intérêt que dans le salon il fasse 19 ou 20. Alors, si je peux différencier, ça dépend des systèmes que vous avez en place, faites-le. Alors même si vous avez une chaudière gaz, vous pouvez descendre ce qu'on appelle la température ambiante, c'est la température de consigne, descendre la température de consigne, et justement, si je descends de 3 degrés, il fait 19-20, si je descends à 16-17 chez moi la nuit, sous les couvertures, sous les bredons, c'est pas très gênant, et là je vais gagner des sous. Oui, mais ma question c'était est-ce qu'il n'y a pas une surconsommation quand tu remontes à 20 du coup après? Et du coup, cette surconsommation, est-ce qu'elle ne remplit pas le creux que tu as gagné juste au départ? Non, alors ça c'est une bonne question. Globalement, il ne faut pas faire ce qu'on appelle du pompage. Ce que tu indiques, c'est ce qu'on appelle le pompage, c'est-à-dire je descends très bas, parce qu'il y a des clients qui exagèrent et qui se disent allez, je pars faire les courses, je coupe le chauffage. Je donne un scénario, hein. Oui. Donc la maison se refroidit, voilà, je coupe le chauffage, et quand je reviens, je renclenche, je remets du chauffage. On dit qu'il faut retenir pour une habitation classique ou moyenne, c'est ne pas dépasser 3 degrés de diminution. Alors après, c'est plus ou moins vrai en fonction de vos systèmes de chauffage et en fonction de l'inertie de la maison. Donc ça c'est des données, si vous avez 19-20 à la maison, ça va faire du 16-17 la nuit en consigne. Ou 16-17 quand je suis pas là, et ça remonte assez vite parce que les liaisons avec les émetteurs de chauffage, que ce soit du radiateur, ainsi de suite, ça remonte assez vite. Sauf pour les gens, il n'y a pas de chance, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont des planchers chauffants. Les planchers chauffants eau chaude ou les planchers chauffants électriques, ils ont une dalle béton, et on a fait des mesures, et il y a beaucoup d'inertie. Et donc là, tous les systèmes de pilotage se manipulent de façon plus délicate avec les systèmes qui chauffent les dalles. Donc qu'ils soient en eau chaude, avec une pompe à chaleur, avec une chaudière gaz, avec une chaudière électrique, où il y a toutes les énergies. Là, dès qu'on est sur... mais tout ce qui est radiateur, convecteur, panneau rayonnant,
c'est une grande majorité des installations. Là, c'est assez facile avec un programmateur. Ne descendez pas pour une absence courte, c'est-à-dire inférieure à la journée, de 3 degrés. Après, on pourra aller chercher plus de degrés de réduction si j'ai une absence prolongée. C'est-à-dire que si je pars en vacances une semaine, là, je ne vais pas m'interdire d'être intelligent, et là, de descendre à 5-6 degrés. Par contre, il faut que j'anticipe un jour avant. Ça dépend si on a le système ou pas, parce que quand il va faire froid, il va falloir réchauffer la maison ou l'appartement. C'est un peu moins vrai pour un appartement qui est en 13 étages. C'est le delta, le 5-6, ou c'est la température ambiante? Non, le delta, non. Ah, 5-6, c'est du hors-gel, pardon. Oui, d'accord. Alors que je sois clair, merci de me faire préciser. 3 degrés, retenez 3 degrés de moins quand je pars faire les courses inférieures à la journée, l'absence. Au-delà, quand je pars pour une semaine de vacances, ben là, je vais aller chercher 5 degrés. Par contre, attention, il faut un petit peu anticiper la remise en chaud, parce que la maison, elle va mettre du temps. Parce que vous savez, pour que vous soyez bien, la notion de confort, il faut d'abord que le système de chauffage il chauffe les murs, il chauffe la maison. Parce que la notion de confort, c'est la moyenne des températures de parois. C'est pas seulement, il pourrait faire 25 ici et les parois très froides, et vous aurez un sentiment d'inconfort. Du coup, ça c'est un argument un peu contre les pompes à chaleur, dans la mesure où si c'est de l'air plus ou moins soufflé, il a beaucoup plus de mal à réchauffer les structures, j'imagine, que des radiateurs. Non, alors que ça soit de l'air soufflé par la clim, pompe à chaleur, clim réversible, ou pompe à chaleur au sol, il existe tout un tas de systèmes. Voilà. Que je chauffe de l'air soufflé ou que par rayonnement radiateur ou convectif, parce que quand on fait l'analyse d'un radiateur même eau chaude, il a 70% convectif, c'est la même chose. Il y en a pas un qui chauffe mieux les structures que l'autre. Non, il y en a, il chauffe, quand on regarde le gradient de température, voilà, c'est à peu près la même chose. Il y en a qui consomment moins à produire la même quantité de chaleur. C'est surtout ça qui est important. Alors pourquoi on fait des pompes à chaleur? Pourquoi on vous demande on propose de faire des pompes à chaleur? La pompe à chaleur existe depuis 30-40 ans. C'est qu'il y a, alors ça s'appelle pas un rendement, ça s'appelle un coefficient de performance. Mais retenez que si je veux faire 1000 watts de chaleur, une énergie de 1000 Wh de chaleur, je prends un convecteur de 1000, il me fait 1000. Je prends un radiateur au chaud, une chaudière, ça me fait 1000 avec le rendement. Et la pompe à chaleur, et donc au compteur, on voit 1000 débité. Un peu plus pour le gaz parce qu'il y a un rendement un peu plus faible. La pompe à chaleur, elle a l'avantage, c'est que pour 1000, vous aurez consommé que 300. Donc elle a un rapport pour la même quantité de chaleur qu'elle va produire dans la maison. Ça dépend où c'est quand même. Ça c'est une moyenne, mais oui, ça va être plus difficile à Paris. Et en France, toutes les maisons inférieures à 1500 mètres d'altitude. C'est surtout l'altitude. Après, sur Saint-Étienne, alors si on parle de Saint-Étienne, on est température minimale de base, moins 13. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais sachez qu'on a des coefficients, ce qu'on appelle coefficients de performance, bien sûr, qui sont de l'ordre de 2 à 2,5. Alors les constructeurs disent 4. Quand on mesure réellement, on mesure autour de 2,5. 2,5, ça veut dire quoi? Pour la même quantité de chaleur, je prendrais au compteur 2,5 de moins. Et ça marche jusqu'à moins 13? Non. J'ai mal compris le moins 13. Je peux faire. Est-ce que ça intéresse tout le monde? Parce qu'après, je peux faire une aparté, parce qu'on peut rentrer dans la technique, mais c'est peut-être pas l'objet de. Voilà. Une pompe à chaleur, c'est un rendement qui fluctue. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'elle a ce fameux rendement de COP qui dépend de la température extérieure. Plus il fait chaud, plus ses performances sont intéressantes. Donc, monte à 4. S'il fait 15 degrés, j'ai beaucoup de chaleur dans l'air, ou dans le sol, ou enfin à différents endroits. Et je peux restituer. Plus il va faire froid, si je suis sur l'air, à l'air à 0 degré, j'ai moins de calories à les récupérer, et donc mon COP diminue, et à un moment donné, j'en ai plus suffisamment, aux alentours de moins 5, moins 6. Il faut savoir que même sur Saint-Étienne, le nombre de jours de température inférieur à moins 5 sur les 365 jours de l'année est très faible. Donc à ce moment-là,
tous ces appareils de pompe à chaleur ont des résistances additionnelles où elles marchent en électricité. Mais elles vont marcher quelques jours, quelques moments, voilà. Donc, et le global fait un coefficient très intéressant, bien plus intéressant que tous les autres systèmes. Voilà. Mais ça coûte cher et c'est pas l'objet, parce que si vous n'êtes pas de pompe à chaleur, je ne vais pas vous inviter Si nous on est démarché ici, c'est intéressant parce qu'on est démarché par téléphone tous les jours. Chercher du conseil. J'exagère à peine. Et du coup, je me posais la question justement, mais j'étais assez sceptique du fait on rentre 1 kW, on ressort plus d'1 kW de chaleur. Normalement, on ne dépasse pas, c'est un pour un. Si vous voulez, après, je vous fais un petit cours sur les pompes à chaleur, il n'y a aucun souci. Non, c'est pas ça que c'est la chose à retenir au niveau de. Quand vous devez faire installer une pompe à chaleur, on va la dimensionner en fonction de la température de référence, et c'est votre altitude, votre position géographique et déperdition de votre maison, c'est obligatoire. Voilà. Donc, l'équipement, il doit répondre aux besoins de fonctionnement. Alors par contre, je vous invite, quel que soit le partenaire, parce qu'on est tous démarchés sans arrêt, et il y a de tout et n'importe quoi, à minimum, partez avec des partenaires RGE, parce que ils sont quand même un minimum formés, parce que il y a tellement d'argent à se faire en ce moment que c'est comme pour l'isolation, c'est comme pour les fenêtres, c'est comme pour les scènes de chauffage, vous avez tout et n'importe quoi sur le marché. Et donc, RGE, la filière. Et RGE, tu demandes un numéro, c'est un numéro à 5 chiffres, tu demandes, tu vérifies sur le site s'ils sont RGE. Oui, mais le sigle signifie responsable garant de l'environnement. C'est au moins un minimum. Ouais. Après, on peut faire plus. Oui, on peut faire plus. Et chaque filière, chaque partenaire a des partenaires qu'elle qualifie. Nous, on donne des qualifications. Le groupe EDF qualifie de telle façon ses partenaires, et ainsi de suite. Donc, après, il faut aller vers des gens, je vous invite, de référence, parce que c'est des labels. Non, on va chercher. RGE, c'est un label. Oui, c'est un label officiel. C'est pas une entrée pour aller chercher les aides financières. Un petit mot sur l'aération. Pensez bien, dans une maison, un appartement, à aérer tous les jours. Pas longtemps, même s'il fait froid, il fait 0 en ce moment, c'est pas plaisant. Aérer 10 minutes, un quart d'heure. Quel est l'intérêt d'aérer pour faire parce qu'il va faire 0. Je vous dis d'ouvrir les fenêtres pour aérer, donc je vais rentrer de l'air froid à 0, s'il fait 0, c'est évident. L'avantage, c'est que comme j'ai passé ma soirée, je vis dans ma maison, on est plusieurs, on dégage de l'eau. Donc, on dégage de l'humidité. Et donc, en aérant, je vais assainir au-delà de ma VMC, je vais assainir l'intérieur, et je vais surtout assécher l'air, parce que l'air froid est très sec, est beaucoup plus sec. Et ça sera un peu plus facile à remonter en température. Donc, la maison qui va rester emmitouflée, je fais ma cuisine, je prends ma douche le matin et je vis parce que je dégage de l'eau. Là, elle est plus consommatrice. Je dis vaut mieux et on conseille, le matin ou l'après-midi, vous le faites s'il y a un coup de soleil plutôt l'après-midi, aérer et repartir sur l'air sec, on gagne en énergie. Pourquoi pas les maisons basse consommation, elles ont des SAS, elles ont des. Pardon ? Les maisons basse conso, c'est du tupperware quasiment. Oui, alors les maisons BBC, elles ont besoin, basse consommation, elles sont très isolées pour essayer de diminuer la quantité d'énergie amenée pour la chauffer. Voilà. Par contre, ça nécessite aussi d'avoir un système de ventilation performant pour déshumidifier. Alors la gestion des absences, c'est réduire son chauffage en cas d'absence, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vous m'avez posé la question. C'est de limiter, la première chose, c'est de regarder alors l'inertie de la maison. Et les gestes que je peux faire, c'est limiter ma température de confort aux alentours de 19. J'ai essayé 18. Alors on s'habitue, mais voilà. J'ai entendu ça. 19, alors quand je vous dis 19, 20, on n'est pas mal. Enfin, on est pas mal. C'est l'histoire des 7%, c'est à vous de voir les 7 à la hausse ou à la baisse. Voilà. Mettre un réduit de nuit en cas d'absence, donc moins 3 degrés. Voilà. Une absence prolongée au-delà de la journée, on peut aller jusqu'à 5. Voilà. 5 de réduit,
5 de moins que ma température de confort. Voilà. La gestion du chauffage peut permettre une économie de 15% du post-chauffage. Donc retenez que mon post-chauffage, c'est aux alentours de 30% à 50% de ma facture. Donc gagner 15 points, c'est pas mal. Voilà. Avec des petits gestes du quotidien, voilà, vous pouvez vite gagner. On a calculé 3 degrés de moins toutes les nuits. C'est-à-dire que je me mets à 20 degrés quand je suis en confort la journée, je suis à la maison, et je me mets à 17 toutes les nuits. Parce que j'ai un thermostat qui me permet de programmer le PC à 17. Ou je le fais manuellement. On gagne 8% de la partie chauffage. Donc c'est non négligeable. Et c'est des petits gestes qui ne sont pas compliqués à faire. Voilà. Bien isolé, alors bien sûr, si vous isolez le logement et vous partez d'une maison peu isolée ou mal isolée ou d'un appartement et qu'on peut isoler, bien sûr, on va lui demander moins de quantité pour chauffer à l'intérieur et c'est jackpot. Par contre, il faut être en capacité d'investir sur la partie isolation. Et puis quand on est locataire, c'est pas possible. Parce que si voilà, donc faut le recueillir. Donc là, je pars du principe qu'il faut s'adapter à votre logement tel qu'il est. Est-ce que ça existe finalement des maisons à énergie positive? Oui, c'est très facile à faire. Alors, c'est quoi le système? C'est coûteux, mais c'est très facile à faire. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que en fonction du lieu où je me situe en France pour faire une maison, entre Marseille, Saint-Étienne, Paris, ainsi de suite, les conditions climatiques sont différentes. Donc, on fait une étude de déperdition technique de la maison. Et là, je vais, pour qu'elle soit en énergie positive, entre guillemets, la surisoler par rapport à une maison conventionnelle. Donc, je vais beaucoup l'isoler. C'est pas sans poser d'autres problèmes. Surtout Et énergie positive, ça veut dire qu'elle se chauffe par ses propres moyens locaux aussi? Non, c'est-à-dire j'ai plus besoin. Ou elle remet plus d'énergie dans le réseau qu'elle n'en consomme. J'ai plus besoin d'avoir de système de chauffage. Parce qu'elle produit d'elle-même quand je vais éclairer, quand je vais utiliser. C'est un peu ce qu'on a dans on a beaucoup d'entreprises qui dégagent toujours trop de calories et elle, quelle que soit la température, voilà. Et l'énergie positive, ça veut dire que forcément elle a des panneaux photovoltaïques et que sur l'année, positif, ça veut dire qu'elle met dans le réseau plus qu'elle non. Positif, ça veut dire quoi? Positif, ça veut dire que pour la chauffer, je n'ai pas forcément besoin d'équipement de chauffage. C'est-à-dire que, comme elle est isolée, les apports que je vais à l'intérieur, voilà, si j'isole, pourquoi j'ai besoin de chauffage? Parce qu'il fait froid chez moi. Voilà. Donc, parce que j'ai pas d'isolation. Et c'est pour ça qu'on est parti dans les années 70 à 20 cm, 25, c'est tout, et qu'on augmente, et plus j'augmente mon isolation, à peu près pour faire simple, plus j'augmente mon isolation, moins j'ai besoin de chauffage. Et à un moment donné, là c'est basse consommation plutôt. Ça revient à la basse consommation à ce moment-là, il n'y a pas de différence. Oui, c'est basse consommation. Là c'est basse consommation. Positif, c'est encore autre chose. Oui, enfin. Non, toi, positif, tu dis que tu as un système qui renvoie de l'électricité dans le réseau. Oui. C'est pas ce que Camille dit. Oui, non, mais je crois que c'est ça la définition du positif, c'est qu'on remet dans le réseau plus d'énergie qu'on en prend. Ouais, je pense que vous êtes à peu près d'accord, juste si je peux apporter ma maison à l'édifice. En fait, oui, il y a la maison dite passive, je pense que c'est ce que toi tu as en tête. Ouais. Le standard BBC, c'est la réglementation thermique actuelle. Donc, toutes les maisons qui sortent de terre aujourd'hui avec un standard atmosphère doivent être BBC depuis la RT 2012 et la RO 2020. En fait, on est soumis à cette réglementation-là. C'est passif aussi. Ouais, aujourd'hui, si tu veux aller plus loin que la réglementation, c'est du passif. Et après, le passif, c'est que tu n'as plus de besoin. C'est compensé par les apports internes. Et l'étape d'après, c'est l'énergie positive, c'est que tu produis plus que tu consommes, mais ça peut être artificiel, comme tu disais. D'accord, c'est bon. C'est ça. D'accord. Et là, on est tout de suite dans des choses où vous me parlez de gros investissements si j'ai besoin d'y aller. On n'est plus dans les gestes. Voilà. Après, je vais aller. La partie eau chaude sanitaire. Que je sois chauffé mon eau chaude avec l'électricité à ballon électrique, ce qu'on appelle un cumulus dans le jargon, ou que je chauffe avec une chaudière gaz, les gestes sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que
en gros, il y a des petits gestes tout simples, c'est que je vais essayer d'éviter de prendre des bains, déjà, la première chose. La baignoire, Ça n'apprend rien. Hein. Voilà, non, ça n'apprend rien, voilà. Après, c'est d'écourter ma douche. Et là, je vous ai mis Ça en prend moins souvent. Moi, je prends des douches de 10 une minutes. douche, c'est à peu près 10 minutes, on passe sous la douche. Même l'hiver. Si je passe de 5 à 8 minutes, je gagne 16 € d'économie par an. Si je passe avec une douche à 3 minutes, j'ai essayé de faire un test 3 minutes. C'est court, mais ça passe. Voilà. On gagne 26 €. C'est pas énorme, C'est que mais dalle. retenez que C'est participatif. voilà, quand les douches, et voilà, et pas passer la journée sous la douche. Après, un petit geste qui est pas mal, c'est sur les mitigeurs, sur l'eau. Alors moi, j'ai ce défaut, je le laisse en position, quand vous avez un mitigeur médiane ou chaude, j'arrive pour aller me laver les mains 2 secondes, j'ouvre, l'eau est froide, l'eau va partir du cumulus, va faire une certaine distance. J'aurais fini de me laver les mains, que l'eau chaude ne sera pas arrivée, pourtant j'aurais consommé de l'électricité ou du gaz. Ça marche pour les deux. Enfin, je rentre chez moi chaudière gaz. Donc, un petit geste tout simple, c'est que toujours votre mitigeur en position froide, à chaque fois que vous lavez les mains, eh ben, vous mettez, sauf si vous souhaitez prolonger et avoir de l'eau chaude. À ce moment-là, le temps que l'eau chaude arrive, vous utilisez l'eau chaude. Mais le nombre de fois où à la maison on se lave les mains, parce que ça vient, on vous nettoie vite fait, on sollicite le système, mais l'eau chaude n'est pas arrivée quand on a fini. Mais même, j'ai entendu, même quand ton robinet il est éteint, ton mitigeur il est éteint en fait, si tu le laisses en position chaude, c'est pas chaud. Il faut plutôt le mettre tout le temps froid, même quand il est éteint. Pour le prochain qu'il allume. Non, quand il est éteint, on a plein de production. Il n'y a pas de. Ça se sollicite pas comme les prises. Chez un particulier, non. D'accord. Après, dans les immeubles, c'est différent. Donc, dans les immeubles, il existe des boucles que parce que si je suis au 10e, j'ai quand même une boucle d'eau chaude parce que si l'eau chaude elle vient à la chaufferie. Donc là, on a une boucle qu'on utilise, enfin, que je sollicite ou pas. Mais pour une maison individuelle, si mon mitigeur est en position arrêtée à gauche ou à droite, enfin chaud ou froid, par contre, donc là, je ne sollicite pas l'unité de production, qu'elle soit électrique ou gaz. À partir du moment où je suis, souvent la gauche c'est la partie chaude, je sollicite, et ben je vais enclencher et demander de l'eau chaude. Voilà. Et donc, pour les petits nettoyages rapides des mains, des choses comme ça, de brossage de dents, ainsi de suite, et ben l'eau froide, c'est pas mal. Pensez à éteindre son ballon. Alors si on a un ballon d'eau chaude, ben, un ballon d'eau chaude c'est quoi? C'est un gros, c'est le cumulus, c'est cette réserve d'eau qui fait entre 100 et 300 litres en fonction du gabarit de la maison. On laisse en permanence, enfin, c'est laissé, c'est une réserve d'eau à 60 degrés. Avec le mitigeur un peu moins quand vous arrivez au robinet. Bon, et on la maintient, le cumulus est là pour maintenir cette eau chaude. Quand vous avez une chaudière gaz, c'est pareil, ça maintient, vous avez des chaudières gaz avec des ballons tampons, des ballons d'eau chaude. On maintient cette température. Ça ne sert à rien de le maintenir si vous êtes parti en vacances, pour une semaine, ou si vous n'êtes pas là. Alors je ne vous dis pas de la couper quand vous allez faire les courses, ça n'a aucun sens. Je le maintiens à 40 degrés, puisque normalement, c'est la température minimum pour pas qu'il y ait de développement de bactéries. Oui. Il ne faut pas descendre trop bas. Voilà, C'est pas 55, normalement 40, 55 mais, la mais les 42 sont au robinet, au mitigeur ou au ballon? C'est pas la même chose. Alors, c'est une chaudière qui tourne en continu. Normalement, j'ai pas de grosses réserves. Il y a peut-être un petit ballon qui est vraiment minimum. Donc, moi, je me fie à l'affichage électronique. Oui. Donc, le matin, avant de partir, je me mets à 40 degrés. Et quand je vais prendre ma douche, je monte à 50. Parce que le souci, c'est que j'ai des problèmes de pression. C'est-à-dire que... c'est du gaz, c'est quoi? Voilà, c'est du gaz. Ouais. C'est-à-dire le monsieur qui est venu faire l'entretien. Il faut un certain débit d'eau pour enclencher la demande de gaz. Tant que le propriétaire ne mettra pas un régulateur de pression, vu que finalement, apparemment, il y a trop de pression. C'est pas un manque, c'est un trop. Donc, je passe du chaud au froid, j'arrive même plus à prendre des douches. Ouais, ça, c'est un autre système. Là, c'est l'équipement qui est à régler. Voilà. Et c'est vrai que dans les chaudières gaz,
si on ouvre à peine le robinet d'eau chaude, si j'enclenche pas un certain débit d'eau, une certaine quantité d'eau, je ne vais pas enclencher le système de chauffage gaz pour chauffer l'eau correctement. Ce qu'on n'a pas sur les ballons électriques, vu que les ballons électriques ou les ballons gaz qui ont déjà des ballons tampons, où l'eau est déjà à 60 et au mitigeur, après on la met pour être à 50, 55. Quand on a le gaz, il faut d'abord bien stabiliser la pression. Et quand on a une pression continue, là, on peut arriver à régler. Oui, normalement, c'est comme ça. Normalement, on enclenche, on met à la bonne pression, il y a une pression d'utilisation, et après on joue sur la température. Vous parlez de 60 degrés pour les chaudières, pour les cumulus. Normalement, à 50, on doit pouvoir prendre une douche quand même confortable. Ah oui, bien sûr. 60, pas 50, à 50, ça brûle. Hein. C'est trop chaud. Non, les températures que vous voyez dans le cumulus, c'est des températures de stockage. Alors, elles vont de 50 à plus de 60 degrés. C'est artificiel, c'est-à-dire que c'est pour avoir un mélange d'eau et augmenter artificiellement mon volume d'eau. Si j'ai 100 litres, un cumulus de 100 litres, si j'ai de l'eau chaude à 50 degrés, quand je vais mélanger, j'aurai une certaine quantité d'eau à l'utilisation, entre 30 et 45 degrés qu'on utilise. Voilà. Si au lieu de chauffer à 50 degrés mon cumulus, je le mets à 60, eh ben, j'aurai besoin de plus d'eau de mélange, et donc ça va artificiellement me donner beaucoup plus d'eau chaude. C'est pour ça qu'on joue sur la température de stockage de l'eau. Attention, plus je stocke haut en température, plus je consomme. Donc il ne faut pas trop, comme là on est dans la consommation, donc là c'est les températures dont vous parlez, c'est les températures de réglage de sortie d'unité de chauffe au gaz. Voilà. Et donc, au point de vue électronique, la seule chose que j'ai, c'est ça, c'est-à-dire une température différenciée entre l'eau chaude sanitaire et l'eau chaude qui circule dans les éléments de chauffe, qui sont répartis un petit peu de partout. Oui, alors, dans un système de chauffage gaz, si j'ai une chaudière, elle a deux circuits. Voilà, c'est ça. Elle a un circuit chauffage et vous avez la température souvent qui est donnée 70, 80 degrés, 90 degrés. Bon, ça aussi entre 40 et 80. Ça, c'est la température qui irrigue les radiateurs, quand il y a des radiateurs. C'est ça. Et puis, j'ai un petit thermostat où je peux jouer sur ma partie eau chaude sanitaire. Et toutes les chaudières depuis 30 ans, à peu près 40 ans, elles ont priorité à l'ECS, on dit, donc c'est priorité à l'eau chaude. C'est-à-dire quand je demande et du chauffage et de l'eau chaude, on met la priorité pour la douche, parce qu'on se dit qu'il y a quelqu'un sous la douche et il est prioritaire, alors que les radiateurs ont de l'inertie, et s'ils s'arrêtent un quart d'heure, on leur donne un peu moins d'eau chaude pendant un quart d'heure, ils ne feront rien du tout. Bon. Et là, sans doute, il y a des réglages à faire sur l'outil. Mais retenez, là, tous les mitigeurs, autant les avoir sur position froide, là, les douches plutôt que les bains. Alors, si vous avez des ballons, là, on parle de l'asservissement en heure pleine, heure creuse. Si j'ai un ballon, un cumulus électrique, ça vaut le coup si j'ai chez un fournisseur d'énergie un double tarif, ce qu'on appelait anciennement heure pleine, heure creuse. C'est des tarifs essentiellement faits pour les maisons qui ont du chauffage électrique. Ça vaut le coup d'asservir parce que mon ballon d'eau chaude et qu'il soit en tarif réduit. C'est-à-dire que le tarif heure creuse est réduit. Il n'est pas toujours la nuit, mais il est réduit. Voilà. Mais quand on prenait le contrat UJP, en fait, on vous l'installait d'office. Oui, d'office. Oui. En rouge, on enlève l'eau chaude. Sachant que vous avez un stockage qui vous permet normalement, qu'elle est bien dimensionnée, de tenir la journée sur une journée, sur une maison. Voilà. Par contre, si vous n'avez pas de double tarif et pas de chauffage électrique, l'option, pratiquement chez tous les fournisseurs, de passer en double tarif juste pour le ballon d'eau chaude n'est pas intéressante. Je sais pas. Donc, j'ai un ballon d'eau chaude, j'ai du chauffage électrique, si j'ai du chauffage électrique, ça vaut le coup que je passe en double tarif. Et du coup, ça vaut le coup d'asservir mon ballon d'eau chaude. Si j'ai pas de chauffage électrique, vous avez un monoposte. D'autant que c'est du triphasé en plus, quand on avait UJP, on était obligé d'être en triphasé. Oui, alors pour les gens, on ne va pas parler tarifs, mais le GP n'existe plus, donc on ne distribue plus depuis des années. Et par contre, l'équivalent et le pendant, et là je vous en parlerai tout à l'heure, si on est capable de se chauffer pendant les jours
très tendu en tension sur le réseau, c'est l'option tempo. On n'appelle plus l'effacement jour de pointe JP, ça n'existe plus. Moi j'ai encore ça justement. Oui, mais il faut le garder. Non, je ne sais pas s'il faut le garder ou pas. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est le tempo. Avec le chauffage bois et un insert-bois, il faut garder ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah ouais. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans votre cas de figure. Après, sur la partie cuisson, des petits gestes aussi du quotidien. La partie cuisson, eh ben, c'est tout bête, mais quand vous faites chauffer pour faire des pâtes, vous chauffez de l'eau, vous chauffez un liquide, et ben, utilisez le couvercle. On gagne entre 30 et 70% d'économie d'énergie, que ma plaque soit gaz ou qu'elle soit électrique. Je vais gagner 30 ou 40% sur mon gaz, ou je vais gagner, on cuit beaucoup plus vite, enfin on arrive beaucoup plus vite à l'ébullition si j'ai le... Alors, vous allez me dire, pour la cuisine, parfois, il faut le laisser ouvert. Bon, je connais en cuisine. Je peux juste vous dire que thermiquement, si je mets un couvercle, je chauffe beaucoup plus vite. Et alors là, si je veux gagner en consommation, je mets une cocotte minute, c'est mal, mais une cocotte minute ou un autocuiseur. Et donc là, je monte ma température d'eau avec beaucoup moins d'énergie. Donc ça, c'est des petits gestes qu'on peut tous faire à la maison. Couvercle, ok, ouais, c'est plusieurs. Ouais. Couvercle pour faire chauffer les pâtes, ça boue et je même t'éteins les pâtes avant qu'elles soient finies de cuire, tu laisses avec le couvercle fini de cuire. Alors, c'est vrai, si j'ai des plaques, électriques, vitrocéramiques ou les anciennes, tout ça, si j'ai de l'induction, c'est pas vrai, ça s'applique pas. Donc ce conseil n'est pas bon, parce que ça s'arrête instantanément, il n'y a pas d'inertie. Par contre, tout ce qui reste chaud longtemps, bon, c'est simple, quand vous enlevez la casserole, si vous n'êtes pas en capacité de mettre la main sur l'équipement, les mains, vous pouvez l'arrêter avant. C'est qu'il y a de l'inertie, et profitez de cette inertie, plutôt que quand vous arrêtez, ça chauffe encore 5-10 minutes, et c'est de l'énergie perdue. Alors, les plaques à induction sont très coûteuses, enfin plus coûteuses que les plaques vitrocéramiques, mais par rapport, il y a un rapport 3 de consommation. Donc c'est énorme. Hein. Voilà. Et pareil, à la pointe, si on veut avoir des gestes éco-citoyens, les points, je vous ai dit, c'est le matin et de 18h à 20h. Là, à ce moment-là, si j'ai un petit truc à faire chauffer, et privilégier, même si on n'aime pas, le micro-ondes qui chauffe très très vite. Et donc, je vais moins consommer que si je mettais le four pour réchauffer la pizza. Petite question technique du coup. 3 fois moins, ça me paraît énorme. Effectivement, ça veut dire que pour chauffer la même casserole, on consomme 3 fois moins d'électricité avec l'induction. Ou gaz. Pour le couvercle ? Oui. Induction par rapport à gaz, justement. Oui. Induction par rapport à gaz ou à... Je vous donnerai un site où vous pouvez voir toutes ces petites actions et voir les effets entre les lettres A, B et C, ainsi de suite. Donc voilà, la fin de ma question, c'était du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de déperdition dans le chauffage au gaz. Si c'est l'hiver, c'est pas trop grave parce que ça veut dire que ça chauffe plus la maison de chauffer sa casserole au gaz. Si j'ai besoin de faire chauffer la maison. Si je suis au mois de juillet, il n'y a aucun intérêt. Je suis pas toujours au mois de janvier. Quand je suis avec du gaz ou quand je suis en vitrocéramique, il y a 50% de l'énergie qui ne sert pas à la casserole. Oui, c'est ça. Alors si c'est l'hiver, là je vois le sens de ta question, c'est de la chaleur qui est profitable à l'intérieur. Si je suis en plein mois de juillet et qu'il fait 30, ça ne sert à rien du tout, je paye cette énergie. D'accord. Donc voilà pour la partie cuisson. La partie éclairage. Dans la partie éclairage, qu'est-ce qu'il va falloir éviter ? Il va falloir éviter tous les spots halogènes, les anciens spots sur piliers halogènes qui se font entre 150 et 300 watts. Ça, c'est énergivore au possible, même si c'est pas utilisé souvent. Voilà. Et on va aller vers les éclairages fluocompacts. Jusqu'à aujourd'hui, on voit de la LED. Voilà. Alors, un petit test. Je les vois, je ne suis pas spécialiste, je ne connais rien. Je ne sais pas si cet éclairage, il est énergivore ou pas. Je vais chez vous, je vais ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est une astuce. Je vais toucher. Je peux toucher, c'est tiède, c'est froid, ça ne consomme pas.
ça brûle parce que vous ne ferez pas ça avec une lampe incandescente. Ça. Une 100 watts, une 60 watts, même une 40 watts, on n'y met pas les doigts. Un halogène. Donc, si vous rentrez chez vous ce soir et vous ne savez pas reconnaître les équipements d'éclairage, regardez leur température. Si c'est très chaud, ça consomme. C'est ce qu'on appelle de l'effet Joule, voilà, c'est de l'électricité et ça se chauffe. Donc, et les nouveaux spots à LED, alors il y a les anciens halogènes qui sont à 50 watts, qui sont très chauds et très brûlants d'ailleurs, si vous ne pouvez même pas les toucher. Et puis les spots LED aujourd'hui ils font 6-7 watts, ils sont chauds. Quand vous mettez le doigt, ça. Donc voilà. Et on a beaucoup, même si le poste éclairage n'est pas très important, n'est pas énorme. Alors attention, on est parti en déclinaison. Tout à l'heure on a vu le chauffage, il y a énormément à gagner. Sur l'eau chaude, il y a moyennement à gagner. Sur l'éclairage, si vous avez des LED déjà à la maison, et je vois trop de gens qui disent éteignez pour ceci, pour cela. L'éclairage, ça pèse rien. Ça pèse très peu si j'ai déjà des équipements LED. Si je suis en incandescence avec des spots halogènes, là je dis, la première chose c'est d'échanger. Mais attention au mauvais geste, c'est-à-dire que je vois trop souvent des gens qui font démarrer leur four 10 minutes, un quart d'heure avant pour faire une pizza ou une tarte. 1 minute de four, c'est à peu près 3-4 heures d'éclairage. Donc il ne faut pas se tromper de combat. Donc faites attention quand vous préchauffez votre four et maîtrisez bien, parce que là c'est entre 1000 et 2000 watts que vous mettez en route. Un four c'est à peu près 2000 watts. Voilà. L'éclairage qui reste 10 minutes ou un quart d'heure s'il est à LED, il n'y a aucune. Par contre, le retour sur investissement à LED, moi je viens de tout changer, ça m'a coûté 78 € je crois dans le pool. Oui. Ça va. C'est cher? Je sais pas, le retour sur investissement il est sur combien de temps? Je vais te montrer les tableaux, tu verras. Très bien. Ouais, c'est cool. Moi j'ai eu des Il est intéressant. trucs offerts. Je l'ai fait Trucs offerts. plus en me disant, bon, de toute façon, je baisse ma conso, parce qu'il faut qu'on baisse notre conso. En me disant, je gagne pas, tant pis. C'est pas grave. Alors déjà, je consomme moins, ça c'est sûr, c'est toujours plus salutaire, et le temps de retour sur la partie éclairage est intéressant. C'est un peu moins vrai, alors sur les équipements de chauffage, vous me parlez de pompe à chaleur, ainsi de suite, tout ça, il en existe beaucoup. Ça dépend du prix auquel on va l'avoir. Et ça, c'est les notions de temps de retour, ça se calcule. C'est pour ça que vous faites appel à des gens sur le côté EDF, sur les des partenaires, qui vous aident à calculer tout ça, parce que en fonction des devis, c'est pas toujours. Voilà. Et par exemple, je fais juste un aparté, parce que je suis spécialiste de la partie photovoltaïque. Sur les photovoltaïques, ils se vendent tout et n'importe quoi, et on vous parle rarement des temps de retour. Et les temps de retour ne sont pas toujours si intéressants que ça. Ça dépend du prix auquel vous allez acquérir le système. Donc voilà, il y a tout et son contrat. Et est-ce que c'est vraiment un bon geste d'éviter de laisser des appareils en veille? Oui, oui. Tout à fait. Parce qu'on a l'impression qu'ils n'éclairent pas grand-chose quand même, et que la consommation est réduite. Alors, il y a beaucoup d'équipements en veille qui consomment 80% de ce qui sont en normal. Pas tous. Alors que quand il y a un écran allumé, bon, ça se voit que ça consomme. Quand il est éteint, ça ne se voit pas que ça consomme. Non, mais ça consomme quand même. Et alors, le pire, c'est les pierres halogènes, les anciens, là. On avait le petit variateur à là. Ça n'existe plus, mais il y a des gens qui ont encore ça. Parce que ça a été récupéré tout ça, eux ils consomment quasiment tout le temps qu'il soit arrêté ou éteint. Ouais. Voilà, le petit équipement, un potentiomètre, il est lui. Et il y a beaucoup, on va y venir sur la partie. Donc l'éclairage, privilégier les LED ou changer les ampoules, ça c'est intéressant. Voilà. Puis l'histoire du four aussi, on fait cuire un truc, on sait que c'est 20 minutes de cuisson, on sait c'est écrit sur la boîte où c'est plus sec. Mais tu ouvres quand même pour, je sais pas, à 18 minutes, à 16 minutes, tu ouvres le four. Tu fais, je sais pas, tu regardes ton truc. Et là, Camille me dit, là, c'est pas ça, tu as tout mis. Parce que tu perds la chaleur du four et après. Alors, ça, c'est ce que j'appelle, je les ai mis après, les petits gestes du quotidien. Je les ai mis ceux-là, parce que celui-là, moi, il m'a fait réfléchir. Il y a des gens, alors, et moi, ça m'insulte. Enfin, je suis un maniaque à force de travailler dans l'énergie, on devient un peu fou. Voilà. Mais il y a des petits gestes de quotidien qui sont très énergivores. Le nombre de gens qui vous ouvrent un réfrigérateur et qui discutent en disant qu'est-ce que tu veux prendre, du Coca-Cola, du lait, tout ça, et on discute, porte ouverte. C'est à peu près comme quand vous laissez tourner, vous allez acheter des cigarettes et vous laissez tourner le moteur. C'est aussi aberrant que ça. Quand vous ouvrez la porte du réfrigérateur,
vous rentrez de l'air chaud dans le réfrigérateur, alors, c'est pas grand chose, mais et il va se mettre en route. Alors, il ne fait pas brûler, il se met en route et il fait du froid. Et donc vous allez surconsommer de l'électricité pour rien. Réfléchissez avant si vous voulez prendre du Coca-Cola ou du lait vrai, vous ouvrez, vous prenez votre beurre et ainsi de suite et vous fermez. Et pareil pour le four. Le nombre de gens qui ouvrent pendant la cuisson ou qui ouvrent plein de fois et qui laissent à chaque fois que j'ouvre mon four, alors qu'il soit électrique ou gaz, j'ouvre, je demande une température de consigne de 180 à 200 degrés, j'ouvre, chez moi il fait à peu près 20 degrés, donc forcément c'est du froid qui rentre, et je vais enclencher, et je vais refroidir tout mon four, et il va se mettre à pleine puissance. Bon, ben, c'est toutes des petits gestes qui, mis bout à bout, vont faire des économies d'énergie, si on fait attention. Pour répondre à ta question sur l'éclairage, donc là j'ai mis un tableau où il y a le prix de consommation moyen à peu près, et ça permet de savoir, par rapport à une lampe LED, ça me coûte 2 € de consommation à l'année. Et je regarde, et puis si je suis, là, si je suis avec l'halogène, je suis à 34 €, et ainsi de suite. Et donc ça permet... Ce que j'ai dû remplacer, c'est ça, c'est celle à 17 € par exemple, ou à filament. Quoi. Ouais. Oui, alors tu avais deux filaments, donc tu étais là, en filament, et tu as passé quoi à la place? Tout en LED. En LED, eh ben, tu es passé de 17 à 2, donc tu as gagné 15 € par ampoule. Ça me paraît grand. Non, très bien, super. Ouais, donc tes 78 €, Mais par an, hein. tout de suite ils sont amortis. Ouais, mais sur une année, ça se Même en 6 mois, ça amortit. Et la durée de vie d'une ampoule, j'espère que. Non, mais l'éclairage, il n'y a pas de sujet. Sur le temps de retour, il est très intéressant parce que maintenant, on maîtrise le prix de vente des LED, qui n'est pas très cher, enfin, qui a un certain coût, mais pas exorbitant. Et là, c'est assez facile de le changer. Et au niveau matière première, le LED, on peut en faire, il n'y a peut-être pas d'épuisement de... Si, comme le reste. Hein. Comment? Si, comme le reste. Oui. Comme tout ce qu'on produit. Hein. Non, mais il n'y a pas de terrain dans le LED. Dans la LED, il n'y a pas de terres rares, des choses comme ça. Il doit y avoir du cuivre, il doit y avoir... Le LED, c'est un petit équipement électronique. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. C'était rare. On fait des petits appareils électroniques. Enfin, le mot terre rare, on le fait, il est à toutes les sauces. Après, je n'ai pas regardé, je regarderai et je répondrai précisément à cette question, mais je pense pas que dans les LED. C'est pas plus dévastateur qu'une ampoule ancienne. Ouais, puis ça dure longtemps quand même, le LED. Ça dure plus longtemps, j'ai l'impression. La seule énergie 20 000 dévastatrice, c'est celle qu'on n'aura pas consommée. Oui, on est d'accord. Mais il y a quand même un rapport favorable, c'était ça ma question en fait. J'ai une ampoule qui donne 7 éclairages. Avant c'était à filament, maintenant ça peut être de la LED. Si elle est produite à côté de chez nous, ouais, si elle est produite en Chine, c'est mort avec le carbone. Non, à équivalence de luminosité, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. Oui. On ne perd pas, au contraire. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais la LED après. On parlait pas de la consommation, on parlait d'impact de la fabrication. Oui. La question c'est le coût global. Fabrication, oui, fonctionnement. en cycle de vie, on appelle le cycle de vie. En cycle de vie, sur le cycle de vie, mais le cycle de vie, oui. Comme ça fait peur. Alors, je n'ai pas précisément le cycle de vie pour la LED, mais je regarderai. L'information, c'est vrai que c'est essentiel. Voilà, la partie lavage. Alors, lavage, ça va concerner le lave-linge, et ça va concerner le sèche-linge, ça va concerner le lave-vaisselle. Tous ces équipements chauffent, ils chauffent de l'eau. Donc, quand je vais faire une machine à laver, je vais essayer, enfin, si je veux être sobre en énergie, je vais essayer de privilégier le programme le plus froid, à 30 degrés, plutôt qu'à 60. Donc là, si je passe mon lave-linge de 60 à 30 degrés, je gagne 50% d'énergie électrique, la moitié. Donc là, ça, voilà. En fait, oubliez le 60 degrés, sauf quand vous voulez désinfecter quelque chose qui est très sale, voilà. Mais moi, il y a longtemps que je suis tout en 30. Voilà. Le mode lave-vaisselle, vous avez un mode éco. Il peut vous paraître pénible ce mode éco, parce que le lave-vaisselle normal, il va mettre une quarantaine de minutes à nettoyer la vaisselle. En mode éco, il va durer une heure et demie. Ou 3-4 heures ou plus. Ah, c'est plus long. C'est beaucoup plus long. Ah, mais c'est Moi, je hyper le mets en long. route et puis je m'en occupe
Ah, Modeco, Alors, c'est le Modeco est plus économique, même si ça dure 3 heures. Il est beaucoup plus économique parce qu'il l'utilise, il chauffe pas l'eau, donc il chauffe beaucoup moins. En fait, le secret, c'est de diminuer la température. Donc on est obligé de. Il garde la même eau, il la fait tourner. Voilà, mais il la chauffe pas à 60 ou à 45. Et donc, c'est le cycle, le Modeco, on a mesuré, hein, c'est beaucoup plus économique énergétiquement parlant. Est-ce qu'il serait pas intéressant de brancher sur mon chauffe-eau, par exemple, sur mon ballon d'eau chaude électrique? Non, c'est pareil, parce qu'il faut faire entrer de l'eau chaude et lui faire entrer de l'eau froide. Vous la payez, l'eau chaude, tu la payes pareil. Il faut avoir créé l'eau, le robinet est à 11 degrés, il faut l'amener à 40 ou à... Donc c'est pareil. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. On ne gagne rien du tout à faire ça. Voilà. Et puis, le sèche-linge à l'américaine, c'est super bien, super pratique, ça sèche le linge rapidement, mais c'est très énergivore. Donc, si on peut s'en passer, c'est mieux. Voilà. Donc après, c'est plus ou moins facile si on n'a pas de balcon, si on n'a pas d'extérieur, ainsi de suite. Si on habite Paris dans 30 mètres carrés, c'est voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter. Si vous avez la place d'un balcon à l'ancienne, aérer et parce qu'il ne faut pas laisser sécher le linge à la maison parce qu'on génère l'humidité qui est dans le linge, il va se retrouver sur les parties froides de la maison et on peut faire des points de condensation et de moisissure, donc ça c'est pas très bon. Par contre, voilà, éviter le plus possible d'utiliser le sèche-linge. Si on a un extérieur, si on peut faire autrement. Les équipements en veille, donc là tu m'as posé la question, ben oui, la réponse est sur tous les équipements. Alors c'est super pratique, hein. C'est bien l'électronique, le modernine, on arrive, on appuie sur n'importe quel bouton et notre télé elle est prête, la box est toujours en permanence, et ben il est souhaitable pour être sobre énergétiquement d'éteindre tous les équipements en veille, ordinateur compris, éteindre la box la nuit, si on peut s'en passer, si on est un accro d'internet et bon ben non, mais si vous allez vous coucher et que vous, c'est une économie, ça repart le lendemain pour démarrer sans aucun problème. Évitez l'utilisation de tous ces équipements aussi au moment des pointes si vous avez envie d'être sobre. Est-ce qu'on sait une box, ça fait combien de watts? Oui, alors je vous ai mis après, j'ai essayé de vous mettre à tout un tas de choses. Merci de me prendre dessus. C'est pour des fréquences d'utilisation moyennes, hein, donc là par exemple c'est pour 4 heures par jour. Si vous utilisez cet équipement 8 heures par jour, vous doublez le coût. C'est sur le tarif réglementé de vente, c'est le standard aujourd'hui, parce que tout le monde essaye de se mettre sur ce tarif, donc c'est sur le tarif de référence, qu'il soit EDF ou Engie ou Total Energy ou ainsi de suite. Maintenant tout le monde essaye de vendre sur le TRV, sur le tarif historique. Donc ces coûts sont actualisés, ils sont justes. Et là, en fonction de l'équipement, vous voyez à peu près, et de la fréquence d'utilisation, vous voyez à peu près ce que ça coûte à l'année. Alors vous avez une ou deux consoles, vous avez un ou deux réfrigérateurs, ainsi de suite. J'ai essayé de vous mettre les consommations et les coûts annuels. Est-ce qu'on a le placement avec le très haut au milieu? Ah pardon, 62 € le placement, ok. En fait, c'est quoi le placement? Un écran placement. Alors ça peut être bien pour des questions de confort, mais l'écran plasma, il a une grosse puissance. C'est l'équivalent de la lampe à incandescence pour la télé. Il consomme pas mal. Et les écrans LCD consomment beaucoup moins. Non mais il faut mettre des interrupteurs sur les multiprises. Alors on vend, on termine, on vend, et puis il existe des multiprises qui génère et qui coupe automatiquement. Voilà. Autrement, il faut éteindre. On n'a pas de chiffre pour la box. La box, si je ne l'ai pas mis là, mais je l'ai ailleurs, voilà, je le donnerai. J'ai essayé d'en mettre quelques-unes pour. Parce qu'il y a plein de temps. Non, parce que moi, j'ai tendance à laisser la box allumée la nuit, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Je travaille la nuit. Moi, j'ai voulu, je suis partie en vacances, j'ai voulu faire des économies d'énergie, je me dis, allez, vas-y, on y va. Du coup, j'ai disjoncté au disjoncteur plein de trucs, et donc toutes mes prises. Non, c'est bon, je suis revenue. Le frigo. Bah oui. Putain, congèle. Oui, le congélateur qui marche avec le réfrigérateur, lui, il ne faut pas l'arrêter. Le congèle tout seul, c'était bon, parce que je savais lequel c'était, mais le congèle frigo, je suis revenue, j'avais tout acheté, quoi.
Alors des petits gestes de rien, comme disait Stéphanie, que j'ai rajouté ici. Ça ferait différemment. Mais c'est des gestes qu'on fait beaucoup fréquemment. C'est éviter de laisser le réfrigérateur ouvert trop longtemps. Laisser le congélateur ouvert trop longtemps, c'est pareil, c'est encore pire, parce qu'il fait du produit encore plus de froid. Donc si je l'ouvre et que je ne sais pas, l'été comme l'hiver, je ne sais pas quelle glace à la vanille ou à la noisette que je vais prendre, et ben c'est du froid, c'est l'électricité que je vais générer. Laisser le four ouvert, on en a parlé trop longtemps, là c'est la même chose, c'est rien. Je vais déclencher des consommations. Alors l'avantage de ces consommations, c'est qu'elles sont invisibles, mais elles se voient sur la facture. Les mini-jardins d'eau en position chaude, on en a parlé, laisser sur position froide. Ne pas laisser couler l'eau chaude aussi, pour rien, et essayer de maîtriser. Voilà. Point de repère pour savoir si un équipement est énergivore ou pas. Ben, c'est le test qu'on a fait tout à l'heure, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que si les petites demoiselles, les adolescentes, elles utilisent beaucoup de lisseurs de cheveux, de choses comme ça. Et les mamans, elles ne savent pas toujours si ça consomme ou pas, ben c'est simple, est-ce que ça chauffe ou pas. Un équipement électrique qui est chaud, consomme. Si j'ai un point de repère à vous donner, le lisseur de chevaux, le sèche-cheveux, le fer à repasser. Si je discute avec mon voisin et alors que je suis avec mon fer à repasser, on le fait souvent. On le fait souvent. Moi, je ne passe pas, mais. Alors, quand on ne repasse pas, c'est mieux. Mais je ne vais pas vous dire de ne pas repasser. Mais utilisez à bon escient ces outils et n'allez pas faire quelque chose pendant que l'autre reste en chauffe, parce qu'il chauffe. Et un fer à repasser, c'est plus de 1000 watts, 1500 watts. Donc là, allez pas chercher des noix sur la partie au gamin qui a laissé sa chambre éclairée pendant 20 minutes de trop, alors que vous, pendant 2 minutes, vous avez laissé le fer à repasser. Donc le point de repère, c'est tout ce qui est chaud. Tout ce qui est chaud, maîtrisez bien l'utilisation.